Et si le véritable enjeu de la prochaine élection ne se jouait pas dans les urnes, mais bien avant? Depuis un moment, les déclarations de Laurent Gbagbo relancent un débat qui divise profondément l'opinion publique. Entre appel au dialogue, critique du fonctionnement des institutions et interrogations sur l'avenir politique du pays, une question revient avec insistance. Assiste-t-on à une réelle volonté d'apaisement ou à un simple exercice de communication politique? Dans cette vidéo, nous revenons sur des prises de position qui suscitent de nombreuses réactions. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Parce que ça répond aussi à sa stratégie, quoi. Enfin, je sais pas si vous êtes... Ok, je vais regarder la caméra en face. Papa Ado. Voilà, je vais te demander pardon parce que je pense qu'en fait, mon pays est un pays où nous, on ne comprend pas les choses. En fait, notre rôle, là, c'est de chaque jour faire des prières parce que grâce à toi, on vit et on respire. Sinon, dans un État, une république où tout fonctionne, quand on se dote de textes, on fait l'effort quand même de les appliquer et de les respecter. D'accord? Sinon, on devient juste des sujets d'un royaume. Et moi, je ne me suis toujours pas considéré comme un sujet d'un royaume. C'est très important. Maintenant, quand M. Laurent Gbagbo dit « je n'ai pas d'arme, je n'ai pas, je sais pas, une arme blanche ou un fusil », mais il faut en avoir honte en 2026 dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Il faut en avoir honte. Parce que la fonction de Laurent Gbagbo, c'est un politicien. Le fait qu'un politicien parle, s'exprime en disant que je n'ai pas d'arme, dans un pays normal où tout fonctionne, d'accord, il ne s'exprime pas de la sorte. Je ne vais jamais voir un politicien, je vais dire même par exemple au Sénégal, d'accord, dire je n'ai pas d'arme blanche ou de fusil pour qu'il s'exprime. Il y a un problème qui est profond chez les Ivoiriens. Voici des personnes qui font des débats, qui parlent de politique, et par moment, on a l'impression qu'ils se comportent comme s'ils sont dans un empire. En fait, il ne faut pas discuter, il faut demander pardon. Si vous voyez qu'on va bloquer vos gens là, trouvez une solution parce que vous n'avez pas le choix. En fait, tout est cadenassé, tout est... Et je comprends la réaction du président Laurent Gbagbo quand il dit dans le cas Ziggy. Mais parce qu'il y a des gens qui ont soutenu la thèse que Gbagbo ne devait pas dire le nom de Ziggy. C'est parce qu'il a dit le nom de Ziggy que Ziggy a pris cette peine. Même Gbagbo dit, mais dans ce cas-là, au lieu de transférer ce malheur-là sur cet enfant, prenez-moi, je suis là. La Côte d'Ivoire fait vraiment pitié. Et pour vivre heureux en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut faire des salamalek. Mais comme je pense que tous les Ivoiriens ne font pas des salamalek, en tout cas moi je ne suis pas dans cette catégorie. Quelles sont les alternatives? Parce que moi je ne suis pas de ceux effectivement qui prônent les salamalek, la courbette. Mais puisqu'on n'a aucune alternative. C'est la coubette. Non, l'alternative. L'alternative, ce serait peut-être de faire la politique avec un peu plus de responsabilité. Mais la responsabilité, là, c'est se courber. Laurent Gbagbo candidat en 2025. Vous ne pouvez pas dire ici qu'on doit aller au dialogue. Vous ne pouvez pas dire qu'on doit aller au dialogue avec quelqu'un qui agit avec la répression. Est-ce que la circonstance que Laurent Gbagbo ne soit pas candidat en 2025 n'était pas envisageable? Tout à l'heure, vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire. Je peux parler. Allez-y, ça. Pas de courageux ici. Je peux parler. Allez-y, ça. Je vais dans leur sens. Je dis, la meilleure manière de vivre en Côte d'Ivoire, courbez-vous. Si vous ne vous courbez pas, on va tout le temps vous arrêter. Non. Point. Il n'y a aucune autre alternative. L'alternative, c'est réfléchir. L'alternative, c'est réfléchir. L'alternative, c'est réfléchir. Je ne peux pas comprendre. Non, le président Laurent Gbagbo, tout Laurent Gbagbo qu'il est, depuis 2020, il se savait inéligible. Et donc, sur ce point précis-là, c'est réfléchir l'alternative. C'est prendre des solutions alternatives et ne pas aller droit dans le mur avec une candidature qui juridiquement sera rejetée. D'accord. Ça, on n'a pas besoin de faire avant. Les solutions alternatives. Cette inéligibilité de M. Laurent Gbagbo là, est-ce qu'elle est vraiment justifiée? D'accord, elle vient de quoi? Elle vient d'une condamnation par itérative de faute. Elle vient d'une condamnation par itérative de faute. Condamnation par itérative de faute dans le fond là. Dans le fond là, la condamnation par itérative de faute là, est-elle justifiée? Non. Mais attends, non, mais je suis désolé. Une condamnation par itérative de faute. Je dis le fond. C'est de ça qu'il faut qu'on parle. Le fond. C'est de ça qu'on parle. Toute décision, toute condamnation en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que la condamnation est prononcée qu'elle est justifiée. En Côte d'Ivoire, les décisions, on le sait très bien. Non, on le sait très bien. Oui, c'est vrai, vous avez perdu votre micro. Non, mais c'est normal parce que mon micro peut pas faire des salamalek. On vous laisse. Je continue. Non, je dis non. Mais non, on ne peut pas venir défendre. On ne peut pas venir défendre ici, d'accord? On ne peut pas venir défendre ici. Dans ce cas-là, la situation de Ibrahim Ziggy, mais elle est justifiée. La peine de Ibrahim Ziggy est justifiée. Écoutez, moi sur le point Ibrahim Ziggy, mon confrère qui est son conseil, par l'intermédiaire effectivement de mon confrère, on a eu une déclaration dans laquelle on dit « Je reconnais que les faits sont d'une certaine gravité ». Donc à partir du moment où vous admettez que les faits sont d'une certaine gravité et que vous risquez 20 ans, normalement quand vous prenez 5 ans, c'est bien. Cette lettre-là, elle est signée d'Ibrahim Ziggy. Et votre confrère là, elle est signée d'Ibrahim Ziggy. C'est Ibrahim Ziggy qui l'a signé. Peut-être votre confrère aussi a Ibrahim Ziggy de rédiger ça, qu'il y a une réalité en Côte d'Ivoire. Monsieur, s'il vous plaît, non. Non, mais franchement, c'est pas. Quand je parle, tout le monde parle. C'est pas normal. Quand il parlait, je me suis tué. Faut arrêter ça. Non, mais à certains égards, on a. Non, parce que j'ai parlé ici, on m'a menacé ici. J'ai parlé ici, on m'a menacé. Quand je parle, pourquoi vous me coupez à chaque moment? C'est Jean-Paul Oro qui t'a mis en garant. Maître. Oui.
Tout à l'heure, tu as dit que tu proposes, toi, tu veux que face à ce régime répressif-là, on choisisse la réflexion. C'est-à-dire on réfléchisse par rapport au truc et tout. Le cas Ibrahim Zighi, sur ce plateau-là, c'est le président Jean-Paul Aurore qui a dit ici qu'ils vont demander pardon. Et puis si vous ne voulez pas qu'on demande pardon, les parents même du jeune, là, ils vont venir vous trouver. C'est une façon de dire qu'on n'avait pas le choix. Donc la réflexion, lorsqu'ils ont réfléchi, jusqu'à la seule alternative qu'ils ont trouvée, c'est de demander pardon. Conclusion, 5 ans. Et toi-même, tu l'as dit, prendre 5 ans, pendant que lui-même, il a reconnu dans la lettre, c'est bien payé parce que normalement. Moi, j'étais de ceux qui ont défendu la thèse que, effectivement, il n'y avait pas de. Il y avait les faits qui lui étaient reprochés à la lumière de ce qu'il a dit. Ne revêtait pas cette qualification pénale-là. Moi, j'ai défendu la thèse de son innocence. Donc, voilà, il était innocent, mais le fond du malgré ça, au départ, il était dans un bras de fer, c'est-à-dire que je ne vais pas reconnaître quelque chose parce que je n'ai rien fait. Mais il était toujours en prison. Le jour, il a décidé de réfléchir pour dire, attends, ce régime, c'est un régime répressif, donc je vais essayer de faire ça, à travers Maître Dadje, qui est ton confrère. Quand il a fait ça, 5 ans. Et toi-même, tu dis, il n'aurait pas dû le faire. On se rend compte que lorsqu'on essaie de réfléchir, moi, je ne sais pas, parce que peut-être qu'eux connaissent le dossier mieux que moi. Moi, je suis parti de l'analyse. Je suis parti de l'analyse que les faits reprochés à Ibrahim Zighi n'étaient pas caractérisés et ne justifiaient en aucun cas, évidemment, les poursuites pénales à son encontre. Pour autant, il y a un dossier pénal que mon confrère a sans doute consulté et qui a justifié quand, objectivement, ils disent à Ibrahim Zighi, ou Ibrahim Zighi lui-même disent, je reconnais ma responsabilité pénale, on va faire secourir. Pour moi, j'ai toujours été très clair là-dessus, la justice, elle ne se conjugue pas avec les pardons. La justice, le pardon, ça n'a rien à voir avec la justice. Est-ce que vous pensez que ça marche en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ah, mais ça marche bien. Puisque, évidemment, certains demandent pardon et sortent de prison. Non, je veux dire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, là, s'il n'avait pas demandé pardon, il allait avoir son jugement? Jean-Yves, je suis de ceux qui, en défense, préfèrent mourir avec ma vérité que faire porter le chapeau de responsabilité. Justement, donc c'est dans cette ligne-là que le PPAC... Tu n'es pas d'accord le plaider coupable? Non. Mais moi, je plaide coupable uniquement lorsque les faits sont établis objectivement et qu'aucune autre alternative en défense ne me paraît possible. Voilà. Mais jamais il ne me viendra à l'esprit. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsqu'on essaie de réfléchir, ce sont les choses comme ça, et puis finalement, on te condamne à 5 ans. Pour poursuivre, là, on parlait de, par exemple, pour les élections, on aurait dû anticiper les actions en essayant de choisir un candidat. Je vous dis, si on choisissait le candidat là, ce gars-là, il allait être sur la question des parrainages. Ils allaient l'attraper. Le président de Ouagadougou, il n'a pas obtenu ses parrainages. À un moment donné, il ne faudrait pas. Arrête là où à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on se montre. C'est la magie. Ils vont toujours trouver un truc pour pouvoir les bloquer, mais ils le savent. Ils le savent. Donc, à un moment donné, si moi je sais que c'est perdu d'avance, moi je peux faire, comme tu l'as dit, maître, comme tu as dit, je peux faire mourir avec ma vérité que d'aller me courber. Et c'est dans cette logique que le PPAC a été. À quel moment le PPAC a posé des actions qui, genre, pour essayer de baver de l'autorité de quelqu'un? Ils n'ont rien fait. Si on vous pose l'action de savoir aujourd'hui, les Blaise, les Daï Nestor, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour que les gars soient là-bas? Même l'autre, il savait comment. Le maire de Lagota, ils sont partis le chercher. Après, eux-mêmes, on s'en le chercher, on l'envoie en prison. Après, on envoie une délégation de chefs pour aller voir Kouyaté. C'est n'importe quoi. À un moment donné, il faudrait qu'on se dise la vérité. Le bas de fait, il n'y avait pas de bas de fait. Le PPAC était dans une logique, mais qui était tout à fait normale. On est dans un état. J'avais posé une question. Le seul qui ne voulait pas, le seul parti, ou bien du moins le seul parti qui ne voulait pas le dialogue, c'est le parti au pouvoir. Et là, on dit, ils ont l'obligation de créer un cadre de dialogue, mais ils ne l'ont pas fait. Si vous ne voulez pas discuter, si vous ne créez pas les conditions pour pouvoir dialoguer, maintenant comment vous voulez que moi je vienne dialoguer? On dit non, ce qui s'est passé là, les 2000 prisonniers là, c'est le fait du PPAC. À quel moment le PPAC a fait? C'est pour ça que si on fouille bien, on demande qu'est-ce que ces gens ont fait pour être en prison? Personne ne pourra répondre. Et puis pour chuter, j'ai entendu des gens dire que, mais chaque fois qu'on a dialogué, on dit la seule élection la plus inclusive qu'on a eu en Côte d'Ivoire en 2010, il y a eu à un moment donné là, il faudrait qu'on soit logique, on connaissait le contexte. On avait un gouvernement et puis en face, on avait des rebelles, on avait des gens qui étaient armés. C'est normal que quand on va à des élections dans ces conditions-là, c'est normal que ça puisse dégénérer. Mais aujourd'hui, là, si cette élection était inclusive, en face de vous, là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a aucun parti qui est armé. On n'aurait pas eu les trucs du genre, les morts qu'on a eu en 2010. Donc, pour moi, l'argument selon lequel la seule élection inclusive dans ce pays, il y a eu des morts. Donc, on ne peut pas organiser une élection encore inclusive. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas les règles,
tu exclus. Pendant qu'on peut, comme Maître l'a dit tout à l'heure, on peut utiliser le président. Le président a le droit d'utiliser, je vais dire, certains pouvoirs pour pouvoir inclure tout le monde. Mais il ne l'a pas fait. Donc il y avait quand même une volonté aussi de gens de ces partis-là de ne pas voir les autres participer à cette élection-là. Donc il ne faudrait pas qu'on se montre, il faudrait qu'on le dise. La seule solution aujourd'hui, la seule alternative, c'est de dire aux partis au pouvoir la logique dans laquelle ils sont là, qu'ils quittent dans cette logique-là, qu'ils reviennent à de bons sentiments. Mais quand le président dit qu'il n'a pas de ligne rouge à franchir dans le dialogue, c'est-à-dire il est capable d'accepter quoi, à votre avis? Puisqu'on parle de dialogue, allons-y dans le détail. Non, mais justement, pour revenir sur ce sujet-là, en fait, est-ce qu'il disait, hein, on était là, pacte social. Pacte social, là, c'est pas nouveau. Hein. Depuis 1990, peut-être pour nous qui sommes un peu plus, ceux de ma génération, un peu plus âgés, ce n'est pas nouveau. Quand Laurent Gbagbo vient ouvrir nos consciences à la chose politique, c'est ça là qu'il nous propose. Mais c'est aussi un message qu'il envoie alors. C'est un Gbagbo qui est de retour, qui est encore présent. Non, je l'ai dit, hein, tout le monde en est conscient. Laurent Gbagbo, au-delà de l'aspect physique, mais Laurent Gbagbo, il est open. Hein. C'est un politique, l'animal politique en train de dérouler. Quand Laurent Gbagbo parle et qui dit clairement aux gens, je n'ai pas d'armée, mais il est en train de montrer au régime en face cette turpitude. C'est de la façon dont vous avez usé, pour moi, me contraindre à certaines choses qui sont anti-républicaines. Je ne ferai pas ça. On le dit, nous tous, on a dit certaines choses, mais comme on a des postures un peu différentes, moi j'utilise le terme répressif. C'est ce que Maître Kakou dit. Quand tu sais que ce régime qui est en face là, voilà ce qu'il va te faire si tu fais ceci, et que tu n'as pas les moyens de lui tordre le bras, est-ce que tu t'engages dans telle action? Bon, président, c'était avant. Maintenant, là, il dit qu'il n'a pas de ligne rouge à franchir. À votre non, avis, quand tu parles de... C'est-à-dire que Laurent Gbagbo, quand ouais. tu dis que tu n'as pas de ligne rouge à franchir, c'est-à-dire à ne pas franchir, c'est que Laurent Gbagbo aujourd'hui est prêt à des concessions. Il est prêt à des concessions. Ça, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui va à une discussion, c'est à croire que c'est une négociation, qui est prêt à y aller, c'est-à-dire il est prêt à lâcher des choses pour en accepter d'autres. Et moi, je le salue. Et tel que je le présente, tel que cela est présenté, je pense que Laurent Gbagbo est dans une dynamique où, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, les différentes nominations qu'il est en train de faire au niveau du PPACI, où on sent qu'il est en train de donner le pouvoir à une autre génération, à une jeune génération. Laurent Gbagbo veut... Il le dit, hein, ce n'est pas une initiative personnelle. Céder. Laurent Gbagbo veut céder. Il veut passer le pouvoir à une autre génération. Et pour ça, peut-être, est-ce qu'il fera le sacrifice de la probité de son nom? Parce que la question de son casier judiciaire demeure. Il est certes gracié, mais son casier judiciaire est encore sali par cette condamnation qui indique qu'il est un voleur. Est-ce que Laurent Gbagbo va accepter que son nom soit sali avant que Dieu ne l'appelle auprès de lui? Est-ce qu'il va... Le débat reste ouvert, et chacun pourra se faire sa propre opinion à partir des arguments présentés. Une chose est certaine, les prochaines décisions politiques seront déterminantes pour l'avenir du pays. Dites-nous en commentaire, selon vous, un véritable dialogue entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara est-il encore possible? Si cette analyse vous a intéressé, partagez-la autour de vous, laissez un like et abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos.